On a déjà vu pas mal de choses ce matin avec Maëri et avec Anthony. Anthony nous a pas mal retourné la tête avec toutes ces propositions. Je vous propose maintenant qu'on termine la matinée en beauté en faisant un focus sur les travaux. Qui ici, de manière générale, a du mal à estimer ses travaux, a du mal à savoir comment sélectionner un bon entrepreneur et tout ce qui s'ensuit? Ok, parfait. Bon, alors je pense que ça va vous intéresser. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va voir maintenant ensemble? Un bref focus de qui je suis, pourquoi est-ce que je suis là, quelle est mon expertise, comment est-ce qu'on visite un bien comme un pro, donc quels sont vraiment tous les éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on visite, une véritable checklist que vous allez pouvoir garder avec vous, que vous imprimez la version, que vous la gardez sur votre téléphone, peu importe, mais comme ça vous êtes sûr vraiment d'avoir tous les éléments nécessaires pour ne rien manquer. Ensuite, on va voir ensemble différentes tranches pour faire des estimations budgétaires des travaux et on va voir après quel type de travaux, comment commencer quand on commence en fait, tout simplement. Sélectionner un bon entrepreneur, les 7 règles d'or pour démarrer un chantier et après je vais vous montrer quelques cas pratiques et on terminera par un focus sur l'investissement à Liège puisqu'ici on a parlé pas mal de Charleroi, maintenant on va parler un petit peu de Liège ensemble. Alors, qui je suis? Très rapidement, donc je suis investisseuse, je suis coach en immobilier certifié et mon but c'est vraiment d'accompagner les personnes pour investir dans de l'immobilier rentable en Belgique. Alors, j'insiste toujours sur le mot rentable parce que je suppose que bon nombre d'entre vous ont déjà suivi des formations en France. Et en France, ça a l'air si simple, on trouve des belles affaires partout comme ça. Sauf qu'en Belgique, il y a moins d'informations, c'est un peu plus terré et donc on se demande si au final on peut être véritablement rentable. La réponse, c'est que oui, on peut être rentable. On a plein d'exemples ici qui le prouvent. Maëri le prouve aussi, Anthony aussi, moi-même également. Donc si nous, on a pu le faire, vous pouvez aussi. Alors, je suis vraiment dans un contexte 100% immobilier, puisque c'est immobilier du matin jusqu'au soir, tant au niveau du coaching qu'au niveau de mon ancien travail. Et maintenant, je commence prochainement en tant qu'agent immobilier pour vraiment avoir le maximum de compétences possibles. Ceci étant dit, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on commence avec la visite comme un pro. Alors, quand on visite un bien, forcément, on ne peut rien laisser au hasard. On est parfois submergé un petit peu par la future bonne affaire qu'on va peut-être faire. On ne sait pas trop ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut filmer, on ne s'y connaît pas ou quoi aux caisses. On va vraiment voir ensemble l'importance de regarder vraiment étape par étape les différents points lorsque vous visitez un bien. Tout d'abord, ici, la première chose à voir, c'est la finition au niveau des murs, des peintures. Est-ce que c'est à garder ou est-ce que c'est totalement à refaire? Au niveau de l'état des sols, quels sont les matériaux qui sont utilisés? Est-ce que ces matériaux sont en bon état? Est-ce qu'ils doivent être changés? Est-ce qu'il y a une planalité au niveau du sol ou justement, il faut faire un ragréage? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un ragréage? C'est le fait de remettre le sol au même niveau, en fait, tout simplement. Donc ça va être très important, puisqu'à chaque fois que vous allez avoir cette checklist, je vous propose de cocher les cases ou de prendre des notes, vraiment de mettre le maximum d'informations. Comme ça, après la visite, vous pourrez regarder cette liste à tête reposée et voir concrètement, avec l'estimation budgétaire qu'on va voir ensemble, comment estimer les montants de vos travaux. Ensuite, au niveau des fenêtres, est-ce que ce sont des fenêtres avec du simple, du double, du triple vitrage? Quels sont les matériaux? Est-ce que c'est du bois, du PVC? Est-ce que c'est de l'aluminium? Est-ce que c'est en bon état ou au contraire c'est à changer? Est-ce que les fenêtres s'ouvrent et se ferment correctement? C'est très important parce que c'est pas tout de se dire ok, les fenêtres sont en bon état, mais si on se rend compte qu'en fait elles s'ouvrent pas bien, qu'elles se ferment pas bien, les fenêtres, il y aura un problème et on va devoir les remplacer. Au niveau ensuite de la plomberie, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la qualité de la robinetterie? Est-ce que c'est une vieille robinetterie? Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce qu'il y a de la rouille? Où est-ce que sont situés les compteurs également? Pareil pour les évacuations et les arrivées d'eau. Ce sont tous des éléments à prendre en compte puisque si vous souhaitez refaire une rénovation totale, refaire un réaménagement, il va falloir savoir où se situent ces différents pôles pour pouvoir les budgétiser après. Ensuite, un petit peu dans la même lignée, les sanitaires. Où est-ce que se trouvent les salles de bain, les WC? Dans quels états? Quel type d'installation? Est-ce qu'il faut les changer? En sachant que dans un bien immobilier, la salle de bain et la cuisine sont vraiment des pièces coup de cœur. Donc si vous mettez de la valeur sur ces pièces-là, vous allez pouvoir louer plus cher, plus vite et à un public de meilleure qualité.
Ensuite, au niveau du chauffage, quel est le type de chauffage? Est-ce que c'est un chauffage individuel, collectif? Est-ce qu'il est au gaz, au mazout, à l'électricité? Ou parfois même, pour certains biens, il n'y a juste plus de chauffage. En fait, donc là, on sait directement qu'on va devoir refaire l'installation. Où est-ce que ça se trouve au niveau de la chaudière? Quelles sont la qualité des radiateurs? Est-ce que ce sont des bons radiateurs ou est-ce que c'est des radiateurs grippins? Vous savez, les radiateurs qui ont l'air un petit peu de se décrocher du mur, où on a l'impression quand on les allume, ils vont prendre feu directement. Tout ça, ce sont des choses forcément, si on doit changer 20 radiateurs, ça va forcément vous coûter de l'argent. Ensuite, au niveau de la porte d'entrée et des portes de chambre, est-ce qu'il y a la présence d'une porte blindée dans le bien que vous allez visiter ou au contraire, c'est une porte standard mais qui est en bon état? Pareil pour les portes des chambres. Est-ce que ce sont des portes qui fonctionnent bien ou est-ce qu'elles grincent? Est-ce qu'il y a de l'humidité? Est-ce qu'elles sont gondolées? Et aussi, est-ce qu'il y a la présence de serrures avec des clés dessus? Pourquoi je vous mentionne maintenant la présence des serrures? Tout simplement parce que si vous faites de la colocation, les colocataires forcément apprécieront d'avoir une clé pour avoir vraiment leur espace et se sentir en sécurité chez eux. Donc si jamais vous avez des portes qui sont correctes, qui ne nécessitent pas d'être changées, vous pouvez quand même budgétiser le fait qu'il va falloir remplacer les serrures pour la colocation. Ça apportera toujours du confort et un plus en plus, c'est le cas de le dire. Alors, au niveau des cloisons et des murs porteurs, où est-ce que sont situés ces éléments? C'est très important. Et là, j'aimerais aussi insister sur un élément qu'on ne retrouve pas ici, mais au niveau des plans. Si vous avez la possibilité, je vous recommande vraiment de faire des plans, en fait, quand vous allez visiter. On ne demande pas forcément de faire un plan d'architecte, juste un simple croquis où on note où se situent les murs porteurs, où sont les cloisons, juste qu'on puisse se situer dans les espaces. Si vous avez un télémètre, mesurer également la superficie des pièces. On est surpris parfois de voir que ce qui est écrit sur les sites ne reflète pas toujours la réalité. Mais c'est très très important ces points-ci parce que forcément, si vous voulez faire un réaménagement de votre bien, vous allez devoir voir où sont les murs porteurs, ce qu'il est possible de faire. En sachant que supprimer un mur porteur, c'est très compliqué, voire quasiment impossible. Vous allez possiblement pouvoir peut-être faire des percées dedans, rajouter des linteaux pour supporter les charges, mais c'est des travaux qui sont quand même assez conséquents et qui demandent vraiment d'être accompagnés par les bonnes personnes. Donc très très important. Au niveau des cheminées, est-ce que les cheminées, s'il y en a, elles sont fonctionnelles ou elles sont HS? Et si elles sont HS, est-ce qu'elles sont en bon état? Parce qu'il y a des cheminées parfois dans certains biens, en fonction de votre stratégie, si vous faites du haut de gamme ou autre par exemple, ça pourrait être intéressant de les garder justement pour ajouter à un cachet quelque chose d'atypique et de supplémentaire au bien. Si par contre elles sont dans un état lamentable, alors il vaudra mieux s'en séparer, gagner des mètres carrés et donc réaménager l'espace pour plus de confort pour vos futurs locataires. En sachant que si jamais vous investissez dans une copropriété, dans des appartements, vous allez devoir de toute façon garder les conduits de cheminée. Donc, vous devez garder en tête qu'il y aura de toute façon un tubage avec du gyproc ou autre, peu importe, pour cacher cette partie-là, mais que donc vous n'allez pas savoir récupérer l'entièreté de l'espace. Au niveau de la cuisine, qu'est-ce qu'il en est au niveau de son état? Est-ce qu'elle est totalement dans son jus ou est-ce qu'elle est à garder? Ou est-ce qu'on peut la restaurer et la récupérer? À nouveau, comme je le disais, la cuisine et la salle de bain sont vraiment des pièces coup de cœur. Donc, il y a des prestataires de cuisine qui proposent vraiment des cuisines très abordables, full équipées pour des bons prix et ça va vraiment vous permettre de pouvoir louer de manière plus qualitative. Ensuite, au niveau de l'électricité, est-ce que l'électricité est conforme ou pas? Quand vous allez visiter un bien, vous allez devoir recevoir un certificat électrique qui va vous mentionner si l'électricité du bien est conforme ou pas. Très important aussi, parce qu'en fonction de s'il y a quelques petites modifications simples à faire ou de refaire la refonte totale de l'électricité, les montants forcément vont beaucoup évoluer. Où se trouve également le compteur. C'est un point aussi qui est important parce que parfois, un compteur dans les vieilles maisons se trouvera à un emplacement qui n'est pas toujours le plus adéquat et vous allez peut-être vouloir, avec un réaménagement des pièces, utiliser cet emplacement pour en faire une pièce d'eau. Forcément, dans une pièce d'eau, on ne peut pas laisser son compteur, donc il faudra faire appel à l'organisme qui gère l'énergie, votre fournisseur d'énergie dans votre région pour voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez procéder. Il va falloir un accord de cet organisme, il faudra également payer en plus, donc potentiellement des suppléments si vous ne l'avez pas pris en compte à la base. Donc vraiment très très important. Voir aussi si c'est un système qui est encastré, qui est apparent ou sous goulotte. Les goulottes, ce sont typiquement les petits caches blancs que vous voyez qu'on met au-dessus des fils pour cacher et rendre ça un peu plus esthétique.
Au niveau des escaliers, qu'en est-il de l'état général? Est-ce que les escaliers sont solides? Est-ce qu'ils sont stables? Ou au contraire, est-ce que la structure n'est pas terrible? Est-ce qu'il y a des présences de grincement? C'est un poste qu'on sous-estime aussi parce que forcément, si on doit toucher au niveau de la stabilité et la solidité de l'escalier, ça va vous coûter très cher. Donc vraiment très très important également. En fait, tout est important, hein, vous l'aurez compris, mais il y a quand même des points plus particulièrement. Au niveau de la ventilation l'air, est-ce qu'il y a la présence d'une VMC, donc une ventilation mécanique contrôlée, qui va directement faire ventiler l'air, ou est-ce qu'il y aura un système, comme on voit dans les vieux appartements, typiquement d'un cache avec 3 trous et juste de l'air qui s'évacue? Ça va être très important parce que justement, la ventilation de l'air, c'est ce qui va faire que si c'est mal fait, vous allez avoir de l'humidité en fait dans votre bien. Donc forcément, les problèmes d'humidité, c'est très embêtant, donc c'est ce qu'on essaye d'éviter. Justement, on en vient à cette humidité. Est-ce que dans le bien que vous allez visiter, il y a des problèmes d'humidité? Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce qu'il y a de l'humidité? Il y a plusieurs types d'humidité. Alors, ça peut paraître un petit peu difficile au début de reconnaître quel type c'est. Moi-même, je n'ai pas la prétention d'être la spécialiste de l'humidité non plus, mais c'est toujours bien d'avoir quelques idées. Donc, est-ce que c'est l'humidité ascensionnelle? Est-ce que c'est de la condensation due justement à une mauvaise ventilation de l'air? Est-ce que c'est dû à une infiltration d'eau, une corniche bouchée quelque part? Est-ce que c'est dû à une humidité de construction? Est-ce que c'est dû à une fuite dans les conduits ou les tuyaux d'écoulement? Tout ça, ce sont des choses importantes. Bien évidemment, faire venir un professionnel va vous aider pour savoir réellement à quoi vous avez affaire. Mais ici, l'idée est de savoir si c'est rédhibitoire ou si c'est traitable facilement. Maëri disait tout à l'heure avoir acheté un bien où il y avait de l'humidité. Apparemment, c'était traitable facilement puisqu'il a réussi à s'en sortir. Mais si vous êtes sur un problème rédhibitoire, il y a des risques que cette humidité ne parte jamais en fait et qu'elle revienne, qu'il va falloir toujours la traiter constamment. Donc voilà, à terme, l'humidité, ça crée aussi des problèmes de santé aux personnes. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Pareil dans cette même optique au niveau des champignons et des moisissures. Est-ce qu'il y en a? Si oui, vraiment, essayez de déceler quel type de champignon c'est. Pas besoin de vous dire que si jamais vous décelez la présence de mérules, il faut fuir à tout prix le bien en question. Ça, c'est clair. Au niveau de la toiture, quel est le type de toiture, quel est son état et quelle est la qualité de son isolation? Est-ce qu'elle est totalement à refaire? Est-ce qu'elle a été refaite? Ou au contraire, il y a juste quelques petits raccords à refaire sur la toiture et donc ça ne devrait pas vous coûter potentiellement trop d'argent. Ce qui m'amène ensuite à la façade. Donc, qu'en est-il de son état? Est-ce qu'il va falloir prévoir un ravalement? Est-ce qu'il y a des fissures? S'il y a des fissures, est-ce que ce sont des fissures qui sont dues peut-être à des petits craquements au niveau de la peinture de la façade? Ou est-ce que ce sont vraiment des grosses fissures qui laissent peut-être entrevoir des problèmes au niveau de la structure du bâtiment? Donc, ça, si vous voyez forcément des grosses fissures sur les biens, au niveau des façades, ce n'est pas bon signe non plus. Il faudra bien revenir avec un professionnel pour être sûr de ne pas vous engager dans une opération où il va y avoir des gros problèmes au niveau de la solidité et de la structure. Pareil, un élément auquel on ne pense pas, en fait, tout simplement, c'est la présence d'arbres. En fait, s'il y a un arbre qui est planté trop près de votre façade, avec les racines en dessous, ça risquerait potentiellement de faire bouger le bien. Qui dit que le bien bouge, dit qu'il y aura des problèmes potentiels peut-être au niveau de la structure, de la solidité, donc forcément à éviter. Et alors au niveau des bâtiments périphériques, si les bâtiments périphériques au bien que vous allez visiter sont des vraies ruines, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas très bien entretenus par les propriétaires et qu'à un moment, ça vous retombe dessus. Il y a des problèmes sur votre bien et donc on essaie d'éviter ça au maximum. La dernière chose que j'aimerais voir avec vous par rapport à cette checklist de visite, c'est si vous faites un achat en copropriété, de bien vérifier l'état du bâtiment, à l'extérieur forcément, mais aussi au niveau des parties communes. Voir aussi s'il y a des gros travaux qui ont été prévus ou qui vont être faits prochainement. Parce que forcément, une copropriété où on refait la toiture, la réfection des terrasses, la mise en conformité de l'ascenseur, la façade, ça coûte très cher et vous allez avoir votre fonds de réserve, donc fonds de réserve, la quote-part que vous, en tant que propriétaire, payez chaque mois pour alimenter le fonds pour la copropriété, pour venir faire les différentes rénovations, risque d'augmenter. Et si vous êtes juste au niveau de votre rentabilité, si le fonds de réserve augmente, boum, vous tombez dans un cash flow négatif et c'est justement ce qu'on veut éviter. Donc très important, quand vous allez visiter, vous êtes obligé de recevoir les 3 derniers PV de l'Assemblée générale, ordinaire et extraordinaire. Donc c'est parfois des briques, mais je vous conseille quand même de bien les lire parce que parfois, dans les petites lignes se cachent des très très mauvaises surprises qui peuvent vraiment mettre à mal toute votre opération. Donc très important également. Et alors, un dernier petit tips par rapport à l'achat en copropriété, c'est de regarder l'état des boîtes aux lettres.
En fait, si les boîtes aux lettres sont vraiment pourries, déglinguées, c'est que la copropriété n'est pas entretenue comme elle serait censée l'être. Donc, ça montre aussi qu'il y a un certain laisser-aller de la part du syndic, s'il y en a, ou s'il n'y en a pas, justement, voilà, tout est dit. Mais ça vous permet de voir un petit peu, de vous situer par rapport à la gestion même du bâtiment. Parce que si énormément de travaux n'ont pas été prévus dans cette copropriété et que là, on met en place vraiment un renouveau, un nouveau syndic ou autre, il va y avoir beaucoup de coûts qui vont être prévus directement, donc à nouveau potentiellement une perte de rentabilité pour vous. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui? Allez, parfait. Bon, je sais que c'est un petit peu dense comme matière, mais vraiment, c'est une checklist que vous allez avoir les slides, donc utilisez-la. Vraiment, elle est faite pour vous, elle est faite pour vous aider. Si vous remplissez toutes les cases ici, que vous faites des plans, que vous prenez un maximum de photos, que vous faites des vidéos, vraiment, ça va vous permettre à la fin de votre visite de ne pas prendre une décision au niveau de l'émotionnel, mais vraiment de vous poser, de regarder tous les éléments, de comparer, de voir si en fait, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on a souvent tendance à prendre en photo les pièces dans son ensemble quand on va visiter. C'est très bien, il faut le faire, mais il faut surtout prendre en photo et filmer également les points qui sont un peu plus sensibles. Parce que forcément, si vous voyez qu'il y a des taches un petit peu suspectes, si on ne sait pas trop, c'est de l'humidité, des champignons, la moisissure, prenez-les en photo pour les montrer à un professionnel après qui va pouvoir vous dire directement, avant même que lui se déplace ou que vous perdiez du temps sur cette potentielle opération, si ça vaut la peine de continuer ou pas. Donc vraiment très très important aussi à ce niveau-là. Alors je vous propose maintenant qu'on voit l'estimation budgétaire au niveau des travaux. Ce que je vais vous dire ici, ce ne sont pas des prix à prendre pour acquis directement. Forcément, je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas dans la rénovation en tant que telle. Ce sont vraiment des ratios, des fourchettes qui sont issues de mon expérience, de diverses conversations avec des entrepreneurs, des retours d'expérience des personnes que j'accompagne, de beaucoup de bagages théoriques et autres. Et vous verrez donc que ce sont des ratios. Ça ne remplace jamais, bien évidemment, un devis d'entreprise. Donc toujours bien passer par des professionnels. Il y a des professionnels d'ailleurs dans la salle qui, eux, pourront vraiment valider ou pas votre estimation. Mais pour vous, ça va vous permettre aussi de pouvoir déjà avoir une idée approximative. Si vous savez que vous avez un budget de travaux maximum de 50 000 € et qu'avec la checklist qu'on vient de voir maintenant et que vous faites l'estimation au niveau des ratios, vous êtes à 80 000, voilà, il faudra déjà peut-être passer votre chemin pour une opération qui sera plus adaptée à votre situation. Donc, au niveau de l'estimation budgétaire, donc, en fait, les prix vont varier en fonction de plusieurs facteurs. Donc, de chaque entrepreneur, de la taille et du type de chantier, forcément de la régularité avec laquelle vous allez travailler avec l'entrepreneur. Si vous êtes vraiment dans une optique de construction, de partenariat à long terme, l'entrepreneur, sur le premier chantier, fera peut-être un geste, mais après, vous proposera des prix qui sont beaucoup plus attractifs, beaucoup plus adéquats par rapport à ce que vous aurez mis en place avec lui. Et ça va forcément varier aussi dans la zone dans laquelle l'entrepreneur travaille, puisqu'un entrepreneur qui travaille sur Bruxelles ne demandera pas le même prix qu'un entrepreneur sur Mons. Et inversement, si vous faites venir un entrepreneur qui, par exemple, travaille sur Bruxelles et qui doit travailler sur Mons, il risque de vous facturer également un forfait en plus pour le déplacement, donc à nouveau des frais potentiels en plus et donc à bien prendre en compte. Alors, je vous propose qu'on parte sur 3 types de rénovation, donc le rafraîchissement, la rénovation complète et la rénovation lourde. Alors, chaque poste englobe le précédent, donc quand je vais parler de la rénovation lourde, forcément ça englobera la rénovation complète et le rafraîchissement dedans. Je ne vais pas faire des répétitions pour pas non plus vous perdre à ce niveau-là. Alors le rafraîchissement, typiquement, donc c'est un bien qui est habitable mais qui nécessite tout de même des rénovations pour le confort. Alors ce type de rénovation comprend des postes tels que le changement de revêtement du sol, la peinture, la rénovation de la cuisine, la salle de bain, l'UWC, très important comme je le mentionnais tout à l'heure, les modifications électriques simples avec la mise en conformité du système électrique. Et ici, on est sur des ratios avec un prix moyen de 450 € par mètre carré. Ensuite, au niveau de la rénovation complète, ce type-ci comprend tout ce qui est pose, création de douche et de WC,
la pose d'une vitre pour avoir du double vitrage sur un châssis simple. Attention que parfois faire ceci coûte plus cher que si on refait la structure, donc c'est à voir aussi au cas par cas, mais ce sont des options qui sont faisables également. Il y aura aussi tout ce qui est création et modification de cloisons en placo qui sont non porteuses, donc ici on ne touche pas du tout à la structure portante du bien, le placement des faux plafonds, la modification de la plomberie et des réseaux d'eau d'alimentation interne, et tout ce qui est modification électrique complexe, où là on part sur la modification de l'emplacement du compteur électrique, installer d'autres compteurs type immeuble de rapport et tout ça. Là, pour un prix moyen, si on part sur vraiment une rénovation avec des finitions, disons, moyenne gamme, quelque chose de standard, on sera sur un ratio de 650 € par mètre carré. Si vous souhaitez maintenant faire une rénovation un peu plus de standing pour faire des prestations plutôt haut de gamme, là, eh bien, on sera sur du 750 € par mètre carré. Ça nous amène ensuite à la dernière type de rénovation qui est la rénovation lourde. Cette rénovation lourde, elle comprend vraiment ici la refonte complète de l'électricité, de la plomberie et de l'installation de chauffage. On est également sur l'isolation dans certaines parties du bien, le remplacement des fenêtres, encadrement inclus pour y mettre du double vitrage. Les modifications des cloisons avec la suppression et la création de nouvelles et des percées dans les murs porteurs, plus toutes les différentes sphères que je viens d'aborder juste avant. Donc de manière générale, dans ce type de rénovation lourde, on refait tout en fait. Donc on garde les murs et encore il y a certains murs qui tombent, mais on refait vraiment tout et on vient vraiment raser à ras pour tout recréer vraiment un effet avec une grande valeur. Sur une rénovation à nouveau avec des finitions standards de milieu de gamme, on est sur du 850 € par mètre carré. Et pour une rénovation avec des matériaux plus haut de gamme, là on sera sur du 1000 € par mètre carré. À ça tu rajoutes le prix de la réno complète et du rafraîchissement ou c'est compris dedans? C'est une bonne question, mais c'est compris dedans en fait. Oui, j'avais compris l'inverse au début. Non, non. En fait, les postes sont englobés, mais les prix restent similaires. Enfin, les prix augmentent forcément en fonction du type de rénovation, mais il n'y a pas 1000 € plus 650 plus autre. Donc ça, c'est ça. Avec TVA, oui, tout à fait. Alors, donc ici, on a vu un petit peu des différents ratios. À nouveau, comme je le disais, ça ne remplace pas un devis d'un entrepreneur. Vous, ça vous permet juste de pouvoir vous positionner plus rapidement et de même pouvoir transmettre à différentes entreprises, sans même les faire venir, les photos, les vidéos, votre première estimation, les différents postes pour qu'eux vous remettent déjà un prix également. Alors, on me demande souvent quel type de travaux gérer quand on commence. En fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse puisque ça va être propre à chacun en fonction de ce qu'on se sent capable de gérer. Si vraiment les travaux, c'est quelque chose qui vous tétanise, vous ne savez vraiment pas comment faire, vous n'avez pas envie de prendre trop de risques, partez plutôt sur un rafraîchissement. Après, vous pourrez partir sur une rénovation complète, puis une rénovation lourde. Ou si vraiment vous avez déjà des notions en travaux, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, on refait tout de A à Z, lancez-vous sur une rénovation lourde. C'est vraiment propre à chacun et c'est encore une fois important de regarder ses propres objectifs, son propre ressenti et pas d'écouter ce que Pierre-Paul Jacques pourrait nous dire à ce sujet. On va donc arriver maintenant à la partie qui est de savoir comment est-ce qu'on sélectionne un bon entrepreneur. Alors tout ce que je vais vous dire ici, ce n'est pas une recette magique dans le sens où même si on applique tous les filtres, on n'est pas à l'abri non plus d'un souci avec un entrepreneur. Les collaborations peuvent très bien se passer au début et puis en fonction du Xème chantier, ça commence à se détériorer. Donc il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc ce n'est pas parce que vous avez trouvé un bon entrepreneur avec qui vous travaillez sur la durée, avec qui ça fonctionne bien, que pour ça, il faut vraiment lui faire confiance, les yeux fermés. Il faudra toujours être derrière lui, il faudra toujours regarder pour un mieux pour vous, pour être sûr que tout se passe bien à ce niveau-là. La première chose à faire, si vous n'avez personne dans votre entourage, c'est de faire des recommandations en fait. Si dans votre famille, votre cercle d'amis ou même ici en fait entre nous, vous pouvez demander aux personnes d'avoir des recommandations. C'est le premier filtre. Vous sélectionnez par exemple 5 entreprises, vous les faites passer, une fois que vous avez validé les postes, les prix et autres, vous les faites passer sur chantier et vous voyez, et ça marchera après avec une part de feeling. Si vous avez des personnes qui viennent et vous ne les sentez pas du tout, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin parce que s'il y a déjà un filtre qui vous arrête à ce niveau-là, c'est que ça ne va pas le faire pour la suite. Donc, il y a également la réactivité dans les échanges. Si vous demandez un devis, que la personne vous renvoie le devis dans 2 mois,
on peut se demander qu'est-ce qui va se passer quand il va travailler sur chantier si déjà pour un devis, ça met déjà 2 mois à arriver. Donc, il y a cette réactivité. La qualité du devis également. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le plus d'informations possible. Ce n'est pas possible d'avoir un devis où on a 3 lignes et 3 prix. On ne sait pas à quoi ça correspond, on ne sait pas à quoi ça englobe, on ne sait pas qu'est-ce qui comprend. Ça, c'est typiquement le genre de devis, si vous le validez, vous êtes sûr d'avoir des suppléments après. Ah, mais je pensais que tu avais compris ça. Ah ben non, et boum, 10 000 € en plus. Donc, à éviter, forcément. La compréhension du projet, ici c'est aussi important de trouver un partenaire qui comprend qu'on est investisseur, on veut être rentable, on veut aller vite, on veut faire les choses bien, mais on n'est pas un particulier qui acquérit sa résidence principale. Donc ça répond à des codes, ça répond à une stratégie différente et la personne doit bien comprendre également ce qu'on veut lui faire passer. Les références et réalisations en cours, si vous avez la possibilité de passer sur des chantiers actuels que l'entrepreneur est occupé de faire, ou s'il sait vous montrer des situations avant, après, ça vous permettra aussi de voir quel est le niveau des finitions, comment est-ce qu'il fait son travail, et vraiment d'avoir une plus grande confiance aussi. Forcément, un prestataire qui vous propose de passer sur ces chantiers pour voir un petit peu comment ça se passe, c'est déjà quelque chose qui est assez positif. Très important aussi le délai du démarrage, la fin du chantier. Il faudra bien sélectionner aussi un entrepreneur qui peut terminer votre chantier dans les temps. Si vous dites oui, pas de problème, moi je sais commencer dans 3 mois, non, dans 3 mois justement c'est le moment où je veux mettre mon bien en location. Donc ce sera important justement d'avoir aussi la possibilité pour cette personne de finir en temps et en heure, de commencer directement, de se greffer à votre timing et aussi de vérifier que l'entreprise a un effectif suffisant. Parce que si c'est une trop petite structure, si elle a un autre contrat au co-caisse et qu'elle mixe des chantiers, qu'elle délaisse le vôtre, vous allez prendre du retard. Et donc, il faut quand même qu'il y ait un suivi qui est assez régulier aussi par rapport à ça. L'ancienneté, forcément, une entreprise qui est plus ancienne, paraîtra du moins de prime abord plus crédible. Après, il faudra vérifier d'autres informations qu'on voit ensemble, mais il y aura déjà plus d'expérience qu'une entreprise qui vient de voir le jour. Un interlocuteur spécifique durant le chantier, ça c'est un indispensable. Il faut vraiment que vous ayez une personne référente que vous pouvez appeler, qui soit joignable, qui soit réactive, qui soit vraiment là pour vous assister, pour vous expliquer les choses aussi, pas faire des choses nébuleuses. Dans certaines équipes, on voit la présence assez grande, si je puis dire, de personnes qui ne parlent pas français. Donc, c'est très important d'avoir un interlocuteur qui va pouvoir vraiment communiquer avec les personnes aussi pour pas que vous fassiez n'importe quoi. Le niveau de flexibilité en cas de modification en cours de route, forcément, des chantiers, c'est des imprévus. Même si on anticipe au maximum, il y a toujours des choses qu'on ne voit pas venir. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais si jamais, l'entrepreneur doit pouvoir aussi être un minimum flexible, capable de réagir à ce qui va se passer sur le chantier. S'il vous dit, écoutez, moi c'est ça et ça ne bougera pas, peu importe ce qui arrive, voilà, terminé, bonsoir, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin non plus. Un point aussi ici important, les garanties et les assurances, donc de vérifier que l'entrepreneur est en ordre d'ONSS, donc c'est assurance, qu'il n'est pas en faillite et qu'il dépose bien ses comptes. Tout ça, c'est des informations que vous savez vérifier sur Internet. Forcément, s'il y a déjà des manquements à ce niveau-là, il y a déjà une régularité et un suivi au niveau de l'entrepreneur qui n'est pas terrible. Vous pouvez également jeter un œil à sa comptabilité de l'année dernière pour voir comment il se porte financièrement. Si vous voyez qu'il a vraiment tout perdu, qu'il est dans le rouge, il faudra se demander qu'est-ce qu'il va faire avec votre argent. Donc, à bien garder en tête. Et alors, un point aussi qui est important, c'est de faire attention au contrôle des acomptes, de ne pas donner trop d'argent au début. Si un entrepreneur vous dit « moi je veux 60% pour démarrer le chantier », non, ça ne va pas être possible parce que typiquement, c'est avec ce genre de personne que vous allez donner de l'argent et puis il va accepter un autre chantier où là, la personne lui donnera moins, mais il se dira « c'est pas grave, il peut quand même attendre, il m'a déjà quand même donné de l'argent ». Donc, vous perdez du temps, ça pose problème, donc vraiment, ne donnez pas trop d'argent. C'est un petit peu la carotte qui fera tenir votre entrepreneur pour qu'il fasse les choses bien et de manière correcte jusqu'au bout. Ça va toujours? Allez. Oui. Quand vous dites donnez pas trop d'argent, un pourcentage? Je vais vous donner justement, on y vient. Dans 2 slides, vous allez avoir un ratio au niveau des pourcentages.
Alors, je vous propose qu'on termine cette partie théorique avec 7 règles d'or avant de démarrer votre chantier. Donc, la première règle, c'est vraiment d'avoir un devis détaillé poste par poste. C'est ce qu'on appelle un maîtrise. C'est vraiment un indispensable. Il faut que tout soit mesuré, que tout soit délimité pour que vous puissiez vraiment avoir une idée claire au niveau des différentes postes, au niveau des différentes prestations pour éviter les rajouts par après. Ce maîtrise, faites-le vérifier par votre entrepreneur, par votre architecte, vérifiez-le vous-même par des personnes qui ont des connaissances également, comparez-le avec des maîtrises que vous avez reçus pour des chantiers précédents pour être sûr que rien n'a été oublié, parce que si on a un poste de 100 € qui se rajoute, ce n'est pas très grave, mais si on a des postes plus onéreux qui viennent combler ici, forcément ça sera plus embêtant pour vous. Ensuite, la règle numéro 2, c'est vraiment d'engager votre entrepreneur et son équipe, de manière générale, à être présent tous les jours sur le chantier. Forcément, à nouveau, nous, on va aller vite, on veut que ça soit bien fait, on veut être rentable directement. Donc, ce n'est pas possible que la personne vienne 2 semaines, puis ne vienne plus pendant 3 semaines et ainsi de suite. Il faut une régularité. Ça peut arriver parfois que la personne a un problème sur un chantier, un souci ou quoi au caisse, qu'elle ne vienne pas pendant 1 ou 2 jours, mais qu'elle prévienne, qu'elle soit transparente et qu'ensuite, après, elle s'engage à être présente et que vraiment, il peut y avoir un suivi efficace de sa part. Ce qui m'amène à la règle 3, qui est très liée à la règle 2, c'est de suivre vos chantiers de près. Si vous êtes sur place, passez au moins une fois par semaine. Si vous habitez loin ou si vous êtes à l'étranger, ça peut arriver, prenez un prestataire de confiance, un architecte, un autre maître d'ouvrage, peu importe, pour vraiment faire en sorte que cette personne puisse passer chaque semaine pour que les gens voient que vous êtes impliqué. Et même si vous vous dites, mais à quoi ça sert que moi je passe chaque semaine, j'y connais rien, c'est pas grave. Rien que le fait déjà de passer et que l'entrepreneur et que les équipes voient que vous êtes là, que s'il y a un petit truc là bizarre, vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est ça, tu sais m'expliquer et tout ça, ils vont voir qu'il y a un suivi et ça va être encore plus renforcé s'il y a un architecte en plus de vous qui passe de temps en temps avec vous et de temps en temps tout seul. Donc dès que vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut vraiment pointer du doigt pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et si vous avez par contre des prestataires qui viennent à la journée, typiquement si vous posez une cuisine ou si juste un plombier qui vient poser quelque chose, passez au moins aussi une fois pendant la journée, ou mandatez votre prestataire bien évidemment, mais c'est important vraiment d'avoir un suivi rigoureux. Ensuite, la règle numéro 4, je la remets ici parce que c'est vraiment important, c'est de vérifier que l'entrepreneur, à nouveau, comme je vous le disais, est en ordre d'assurance, d'ONSS et qu'il a une situation financière saine. La règle numéro 5, c'est de définir une date de début et une date de fin de chantier. Alors ça peut paraître évident, mais en fait, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne mettent pas ces clauses-là. En fait. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui contractent une collaboration avec un prestataire, un entrepreneur, et qui ne font même pas de contrat. Bon, déjà, ça, c'est déjà pas terrible. Mais alors, en plus de ne pas mentionner une date de début, une date de fin, typiquement, là, l'entrepreneur va prendre des libertés qu'il n'a pas à prendre. Votre chantier pourra prendre potentiellement du retard. Et donc, à nouveau, des problèmes en perspective pour vous. En attendant, vous payez le crédit, même si c'est que des intérêts, forcément, c'est quand même des choses qui sont à éviter. Ce que je vous propose de faire, c'est quelque chose que moi je fais et qui fonctionne très bien, c'est d'inclure dans votre contrat une clause qui mentionne qu'en cas de retard, il y aura un dédommagement à prévoir de la part de l'entrepreneur par nombre de jours de retard. Alors, je ne lui mets pas non plus la corde au cou, dans le sens où je prends une marge. Donc, s'il me dit, voilà, j'en ai pour 1 mois, je tape sur le fait qu'il en aura pour 1 mois et demi. Donc, on part sur le fait que dans le contrat, on note 1 mois et demi pour la durée de chantier, mais que s'il dépasse ces journées-là, boum, il va devoir payer des indemnités. Donc les indemnités, je les calcule par exemple sur le loyer potentiel que je pourrais demander. Donc du coup, typiquement, je pourrais avoir une indemnité par exemple de 25 € par jour basée sur le loyer que je pourrais demander de retard. On explique ça au prestataire, on lui montre, il signe, il est d'accord et sincèrement, ça se passe bien. De manière globale, les personnes arrivent toujours à rester dans les clous au niveau du délai parce qu'il y a un suivi, parce que pour tout ce qu'on vient de voir avant, et s'il dépasse un petit peu, c'est pas grave, c'est quand même prévu dans les 2 semaines de mou, pour notre exemple. Par contre, là, s'il fait n'importe quoi, forcément, c'est déduit de ce qu'on doit lui payer, de lui solder à la fin, et donc lui, il va être perdant, et c'est justement ça que lui cherche à éviter. Ensuite, la règle numéro 6, c'est de bien vérifier le respect des normes, tout ce qui est électricité, isolation phonique, protection face à l'eau, chauffage et tout ça. Au moindre doute, il faut vraiment demander des explications et surtout ne pas traîner à faire venir les organismes de contrôle. Typiquement, pour vous donner un exemple tout frais, sur un de mes chantiers ici, dans la semaine, je vais pour faire la réception de la conformité de la chaudière.
Et donc, je fais venir un organisme, heureusement, avant d'ouvrir le gaz. Et en fait, finalement, mon contrôle s'est révélé non conforme parce qu'il y avait une fuite de gaz énorme. Donc, c'est-à-dire que si je n'avais pas fait venir cet organisme-là, qu'ils auraient allumé les vannes de gaz, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais sincèrement, donc vraiment, les travaux, c'est super pour créer de la valeur, pour avoir de la rentabilité et autres, mais c'est des choses à vraiment prendre très très au sérieux, à bien responsabiliser les personnes, parce que des cas comme ça, si j'avais dit « oh, c'est pas grave, allumez le chauffage, je ferai le contrôle après », je ne sais pas quand je l'aurais fait le contrôle au final. Donc vraiment primordial. Et la règle numéro 7 qui répond à ta question du coup, c'est de savoir au niveau des tranches. Moi, ce que je pratique en général, c'est 30% au début, 30% à la moitié, 30% à la fin du chantier et 10% une fois, vous aurez tous les slides, hein, et 10% une fois à la réception clôturée. Donc, comme ça, le prestataire n'a pas trop d'argent d'un coup. Et ce que je fais également avec mon architecte, c'est qu'on fait des états d'avancement. C'est-à-dire qu'on regarde par rapport au maîtrise initial, voir où ils en sont et voir, OK, là, à tel moment, il me demande un acompte. OK, il a déjà fait 20 000 € de prestations. C'est bon au niveau des acomptes. Moi, je vais donner uniquement 10 000. OK, là, je peux libérer une nouvelle tranche. Vraiment pour qu'ils comprennent qu'il y a un process qui doit être validé par l'architecte, qu'ils comprennent que voilà, l'argent, il vient de la banque et que donc, je ne peux pas faire n'importe quoi, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un système qui fonctionne. Vous pouvez l'adapter aussi si vous voulez. Il y a certaines personnes qui mettent 40 au début et qui après adaptent les chiffres. Globalement, restez dans ces ratios-là. Ne dépassez pas les 40 au début parce que sinon, ça risquerait d'être problématique. Alors, on a vu pas mal de choses théoriques ensemble. Ce n'est pas la partie toujours la plus chouette, mais pourtant, c'est nécessaire, comme vous l'avez compris avec l'exemple que je viens de vous dire, il faut vraiment avoir un sérieux, une régularité au niveau de ces travaux. Alors, est-ce que vous voyez bien au niveau des images? Maëri, on ne sait pas diminuer les spots peut-être? Ça ne change pas grand-chose? Un petit peu? Ok, bon. Je vais essayer de vous décrire un peu les images comme ça. Oui, c'est bon, ok. Donc ici, typiquement, c'est la rénovation d'un appartement avec avant-après. Forcément, l'image de gauche et l'image d'avant, je vous rassure, je n'ai pas fait l'inverse. Donc ici, typiquement, c'est un appartement d'une centaine de mètres carrés, 2 chambres. Et donc, en fait, l'appartement était totalement dans son jus. Il était sain, donc au niveau de la structure et autres, c'était parfait. Mais en fait, depuis sa construction, il n'y avait jamais eu aucune rénovation, donc il est resté 45 ans comme ça. Donc forcément, j'ai tout refait. Le mur ici n'existe plus, donc pour vraiment ouvrir l'espace, la cheminée, elle était énorme, elle prenait une place fou. Donc ça, c'est des mètres carrés qu'on a récupérés du coup. La cloison, on l'a fait sauter également pour faire une cuisine ouverte. Et alors, donc ça donne ceci. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait une scission en fait au niveau de l'espace avec les matériaux, tout simplement pour ne pas devoir mettre une cloison, un mur ou quoi qu'est-ce. Mais quand vous avez des espaces, si vous souhaitez délimiter les espaces, vous pouvez par exemple changer les matériaux pour montrer la séparation, mettre une couleur sur un mur. Si par exemple vous avez un studio et que vous voulez faire un coin bureau, quelque chose qui dissocie les espaces pour les personnes, ce sont des choses qui fonctionnent assez bien. Donc ça, c'était la cuisine avant. Ça, c'est la cuisine maintenant. Donc il y a quand même une petite différence entre les deux. Et à nouveau, comme ce sont des pièces coup de cœur, ça crée vraiment l'effet waouh quand on rentre dans le bien. La salle de bain, pareil, vous imaginez bien qu'on ne s'est pas loué le même prix avec une salle de bain comme à gauche qu'avec la nouvelle salle de bain qui a été mise en place. Alors, donc ça c'était pour un appartement, donc somme toute quelque chose d'assez classique. On n'était pas dans une rénovation lourde, mais on était dans une rénovation plutôt complète. Donc je me suis dit, on va passer sur une rénovation lourde pour le prochain, comme ça on va y aller crescendo. Alors, est-ce qu'il y en a certains qui me suivent sur YouTube et qui ont déjà vu les vidéos de chantier? Ok, bon, il y en a quelques-uns. Donc pour vous, ça ne va pas être une découverte, mais je vais expliquer pour les autres personnes. Donc ça, c'est une maison que j'ai achetée à Liège. Et donc, c'est une maison unifamiliale, plus ou moins 170 mètres carrés, donc vraiment un beau potentiel. Sauf que la maison, il y a tout à refaire. À nouveau, elle est saine au niveau de la structure, au niveau du bâtiment. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de fissures, rien. Donc ça, c'est vraiment tous les fondamentaux, tous les basiques ont été validés. Mais il y a tout à refaire. C'est-à-dire qu'ici, comme vous le voyez, il y a quelques jolies peintures qui restent, des matériaux anciens, il y a des cheminées qui étaient là, mais celle-ci est encore en bon état, mais les autres étaient vraiment déglinguées. Il n'y a pas d'installation de chauffage, il n'y a pas vraiment de salle de bain. Il y avait un petit évier à gauche, à droite. La cuisine, n'en parlons même pas, on ne peut même plus appeler ça une cuisine. Donc il y a vraiment tout à refaire.
Et ce qui est très important aussi de noter, c'est que par exemple dans ce bien-ci, eh bien, les chambres sont traversantes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte. Donc, si on veut faire la colocation, ce que je compte faire pour ce bien-là, forcément, j'ai dû recréer en fait un passage, un circuit qui n'existait pas. Par contre, pour faire ça, j'ai dû faire des percées dans les murs porteurs. Donc là, forcément, ça passe par un process avec un ingénieur de stabilité. Donc, vraiment, des choses qui doivent être très rigoureuses, très millimétrées pour vraiment ne pas faire d'erreur. Ça, c'était le bien avant. Ça, c'est le bien en cours de démolition. Forcément, voilà. Donc là, il a trouvé des locataires directs. J'ai pu louer très cher. Donc, je vous ai mis quelques photos. Là, donc, on voit vraiment, on a cassé toutes les cheminées. Il y en avait partout. Donc, on a dû bien s'assurer aussi au niveau de la toiture que tout était toujours bien soutenu. Il y avait des tonnes et des tonnes de déchets, forcément. Les murs, ils ont vraiment été déshabillés. En fait, il restait vraiment plus que les briques parce qu'une fois, il y avait du tasseau. Puis une fois, il y avait une espèce de placo. Puis, enfin, c'est n'importe quoi. En fait, ils avaient fait des mix de plusieurs trucs. Donc, on a tout enlevé et on refait tout à ras pour vraiment avoir quelque chose de neuf où on sait ce qu'on a mis aussi, pas garder des éléments abracadabrants et repositionner des choses correctes dessus. Typiquement, dans ce genre de bien, il n'y avait pas de salle de bain. Donc, je vous présente la nouvelle salle de bain. En fait, il faut aussi savoir se projeter, c'est très important. C'est pour ça que c'est important tout à l'heure que je mentionnais de faire des plans. Parce que si vous n'avez pas de plan, vous n'allez pas savoir réellement où est-ce que vous allez pouvoir intégrer des nouveaux espaces. Parce qu'ici, à première vue, il n'y avait pas de salle de bain, donc il a fallu trouver un endroit pour le faire. Là, ça n'a pas été fait au hasard, puisqu'ici, en fait, on ne le voit pas très bien, mais ce sont les arrivées et les évacuations d'eau. Donc, on a profité que c'était déjà installé là pour venir greffer les salles de bain. Alors, elles ne seront pas grandes, mais elles seront fonctionnelles, elles seront décorées avec goût. Et donc, pour des locataires, ce sera amplement suffisant. Je vous ai mis la photo là pour vous montrer également le process de faire une percée dans un mur porteur et de reboucher l'ancienne porte. Donc typiquement les briques que vous voyez là, si vous arrivez à voir, c'était l'ancienne porte en fait. Et donc quand on rentrait dans la pièce, on rentrait comme ça et donc il fallait parcourir l'autre porte également. Là ce qu'on a fait c'est que du coup on est venu reboucher l'ancienne porte, on a créé une percée dans les murs porteurs et ici on ne les voit plus, mais il y a des linteaux qui ont été posés pour soulever la charge. Donc tout ça à nouveau comme je le disais, calcul avec l'ingénieur de stabilité et autres, donc vraiment avoir des bons prestataires quand vous faites des opérations ainsi. Là, on voit petit à petit que ça commence à se reconstruire. Donc, au niveau du cloisonnement, on refait vraiment tout de A à Z. Donc, c'est vraiment un processus évolutif. Pareil ici aussi. Là, ça n'existait pas en fait typiquement. Donc, ça fait partie du nouveau couloir qui a été créé. Donc, les personnes rentrent, boum, comme ça, desserrent une chambre là et desserrent l'autre chambre derrière. Avant, ça n'existait pas. Donc là, on est venu perdre un petit peu de la surface disponible dans la pièce, mais comme c'était des grandes chambres, ça ne pose pas problème. Donc aussi bien important d'avoir les bonnes quantités, enfin le bon métrage au niveau des chambres, parce que si vous faites mal votre coup, c'est sûr que ça avait été une chambre de 9 mètres carrés, en fait la chambre, elle serait devenue inexploitable. Donc du coup, ça ne m'aurait pas aidé dans mon projet. Il n'y a pas la suite, tout simplement parce que je suis encore en cours de travaux. Donc ici, j'en ai encore pour plus ou moins un mois. Mais ce que j'ai voulu faire pour vous permettre vraiment d'avoir une idée du processus, vraiment être immergé, voir les réussites, les galères, les avancements, je vous partage tout ça dans les vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube donc, du même nom, Real Estate in Belgium. Si jamais ça vous dit, je vous invite à vous abonner et à venir voir la suite du process pour vraiment voir step by step comment ça fonctionne. Et à la fin de l'opération, forcément, je vous révélerai tous les chiffres liés à cette opération. Alors, on a beaucoup parlé, comme je le disais, de Charleroi tout à l'heure. Moi, de mon côté, j'ai investi à Liège et j'aimerais vous donner quelques points d'information par rapport au marché liégeois pour que si vous souhaitez aussi vous positionner sur Liège, vous ayez déjà quelques informations qui sont assez importantes. Alors, tout d'abord, au niveau des points positifs, Liège, c'est une grande ville, c'est une population qui est en constante évolution et on est sur une prédiction de nouveaux habitants, donc de 13 000 nouveaux habitants dans les futures années. Forcément, ces gens vont avoir besoin de se loger et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On va leur proposer des logements de qualité pour qu'ils viennent chez nous, comme ça tout le monde est content. Il y a un gros pôle étudiant, plus de 40 000 students belges et étrangers. Ça augmente à chaque fois au fur et à mesure des années. Donc, on sait que si on veut faire de la colocation, des stratégies pareilles, on est vraiment sur quelque chose qui est rentable et dans lequel il y a de la demande. Il va y avoir l'entrée en service du tram dans la ville de Liège pour fin 2021. Donc, à nouveau, un marché qui va être en hausse. 2021, voilà, on se demande, mais... Dans 4 ans, voilà.
C'est ça, voilà. Mais quand même, à garder en tête pour la suite. La gare de Liège-Guillemins, qui forcément est un point de connexion important au niveau des transports ferroviaires. Donc typiquement, il y a beaucoup de personnes qui transitent. Ça peut être intéressant de creuser peut-être la location courte durée, côté de ce marché-là. Il y a également beaucoup de développement de projets immobiliers neufs dans la ville et aux alentours. Donc forcément, si les promoteurs s'implantent, commencent à créer des nouveaux logements, c'est qu'ils ne sont pas fait ça au hasard et qu'ils savent qu'il y a de la demande, qu'il y a une augmentation et que donc forcément, il va y avoir des candidats locataires potentiels. À nouveau, un gros pôle de commerce avec une très bonne activité économique et un développement d'un énorme centre hospitalier qui est le Mont Légia, qui du coup va brasser pas mal de personnes qui vont venir travailler là-bas, qui vont vouloir travailler proche de leur lieu, ou même tout simplement des personnes qui veulent venir rendre visite à des personnes qui sont hospitalisées, tout simplement. À nouveau, je dis ça, je dis rien, mais la location courte durée, peut-être que ça peut être quelque chose d'intéressant au vu de tous ces éléments. Maintenant, il y a un point aussi qui est essentiel par rapport au marché liégeois, c'est que c'est un très chouette marché pour investir. Il y a vraiment des bonnes opportunités, vraiment des beaux trucs à prendre, mais les prix sont plus élevés forcément que sur un marché comme Charleroi ou Mons. Donc, si vous souhaitez vous positionner sur le marché liégeois, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut savoir qu'il va falloir mettre plus d'argent sur la table. Il faudra avoir une capacité d'emprunt qui est plus importante parce qu'on trouvera plus difficilement des maisons de 52 000 € comme Maëri sur le marché liégeois. On est sur des prix plus élevés et le parc immobilier pour ce type de bien est vraiment très très ancien. Donc, les montants des rénovations est assez conséquent. Voilà, et si jamais vous avez aimé la présentation, vous avez envie de suivre l'évolution du projet, des chantiers autres et d'avoir toujours plus de conseils immobiliers, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, toujours avec le même nom, Real Estate in Belgium. Et voilà, merci pour votre attention.